Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire Stoic Libéo. J'espère que vous m'entendez tous. Tac. Alors, si certains veulent bien me confirmer. Bonjour Amandine. Est-ce que Amandine, vous me confirmez que vous m'entendez bien? Super, on m'entend bien. Parfait. On va attendre quelques minutes, parfaitement même, exceptionnel. On va attendre quelques minutes que les autres participants se connectent. Moi, en attendant, je vais me présenter rapidement. C'est Tristan côté Stoic et on a Pierre de chez Libéo qui arrive également. Voilà, bonjour Pierre. Hello, vous m'entendez? De mon côté, c'est tout bon. Super. Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour à tous. Il est 14h01. On va peut-être attendre encore 1 ou 2 minutes avant d'attaquer tous ensemble ce webinaire, du coup, sur à la fois le risque cyber avec un angle général de notre côté, côté Stoic, et plus spécifiquement côté Libéo sur les paiements, mais je laisserai Pierre en dire un peu plus. Yes. Alors. Je reconnais certains noms dans le chat, d'autres que je ne connais pas. Bonjour Olivier d'Access, bonjour Paula de Datac, j'imagine. Bonjour à tous. Et à mon avis, on peut attaquer. Il est 14h02. Le webinaire sera disponible en replay également. Donc, je pense qu'on peut y aller. Si Pierre, ça te va. On est parti. Allez, top. Je vais partager mon écran. Hop là. Une fenêtre. Un tab Chrome. Et voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Super. C'est bon, Pierre, tu me confirmes? C'est bon, ouais. Super. Je suis en plein écran. Tout est bon. C'est parfait. Nickel. Eh bien, écoutez, bienvenue pour cette grosse demi-heure qu'on va passer ensemble. On va parler du risque cyber. On va essayer de vous en proposer une introduction euh, assez facile à digérer, donc une introduction ludique, puisque c'est un sujet qui peut être complexe. On peut très rapidement être noyé dans la technique, avoir du mal à hiérarchiser les différentes informations. Et donc, on va vraiment essayer de garder aujourd'hui l'échange à un niveau de conversation simple. Et on va commencer par se présenter. Je vais être mal poli côté Stoic, je vais attaquer, puis je laisserai Pierre prendre la main par la suite. Donc moi, je suis directeur commercial chez Stoic. Stoic, on est une cinquantaine de collaborateurs. On est une société qui fait à la fois de la protection et de l'assurance pour les PME contre les cyberattaques. La promesse qu'on fait à nos assurés, c'est qu'ils seront non seulement indemnisés en cas de sinistre, mais également qu'en amont du sinistre, on va les équiper d'outils qui viennent sans surcoût et qui vont drastiquement réduire la probabilité d'un sinistre, de l'ordre de x2 à x3 moins de probabilité d'être attaqué pour nos assurés. Donc on est vraiment un concept novateur, pionnier en Europe, de combo entre d'un côté de la réduction du risque, la protection, et de l'autre côté de l'assurance, du transfert de risque, qui est une réponse globale face au risque cyber. Voilà. Et si jamais certains sont intéressés après, ils pourront échanger avec les différentes personnes dans mes équipes sur Stoic. Et je vais laisser Pierre se présenter côté Libéo. Merci beaucoup. Merci aussi, j'en profite pour dire un mot aux équipes de Stoic et de Libéo pour l'organisation de ce webinaire. Vous êtes beaucoup à avoir travaillé dessus, c'est super cool. Moi, je suis chez Libéo depuis un peu plus d'un an et demi en tant qu'aujourd'hui Head of Product Marketing. Je fais le lien entre les équipes business et les équipes produits. Et chez Libéo, ce qu'on propose, c'est une solution qui permet aux TPE, PME de centraliser l'ensemble de leurs factures fournisseurs et clients pour les payer, pour les encaisser, mais aussi pour avoir une visibilité globale sur l'ensemble des flux financiers qui sont liés à ces factures. Donc, ce qu'on apporte aux entreprises, c'est évidemment du gain de temps, mais c'est aussi du contrôle, de la maîtrise sur les factures et les pièces comptables qui y sont associées. Et c'est également du contrôle sur leur trésorerie, puisque avec Libéo, ils peuvent avoir une vue à 360 sur tout ce qui se passe, ce qui rentre et ce qui sort dans les comptes bancaires de leur entreprise. Donc, il y a évidemment des enjeux de sécurité dont on va pouvoir parler très vite avec Tristan. Super. Ouais, effectivement, les sujets stoïques et les sujets Libéo se touchent notamment au niveau de la fraude, qui est un des grands sinistres cyber, et dont on reparlera dans la suite de la présentation.
Donc, sans autre forme de procès, on peut attaquer. Et on va commencer par planter un peu le décor. Le risque cyber, c'est quelque chose qui peut paraître très théorique, puisqu'on parle d'un risque informatique et que donc on peut imaginer que c'est quelque chose qui est réservé aux informaticiens. Je vais essayer dans cette première partie de vous montrer que non, que tout le monde est concerné. Et quand je dis tout le monde, c'est à la fois tout type d'entreprise, mais également toutes les personnes au sein de l'entreprise. Voilà. Et on va voir aussi comment ça commence. Essayer de rendre beaucoup plus concret ce qu'est le risque cyber. Les cyberattaques, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est une série de vidéos qu'on a commencé à sortir de témoignages de dirigeants de PME qui se sont fait attaquer. Il y en avait encore un hier dans nos bureaux qui nous disait qu'il aurait aimé être au courant du risque cyber et de ce à quoi il pourrait être soumis. Et je vais vous prendre 3 exemples aujourd'hui, Leader, Lise Charmel et CDER, qui sont des ETI qui se sont fait attaquer. Mais ces exemples-là vont me permettre de vous parler concrètement de ce que c'est qu'une attaque cyber. Néanmoins, les exemples qui sortent dans la presse de cyberattaques concernent des entreprises connues. Leader, c'est 170 agences d'intérim. Lise Charmel, c'est une marque connue de lingerie. CDER, c'est une grosse société d'expertise comptable. Une attaque cyber ne va faire les gros titres de la presse qu'à partir du moment où l'entreprise qui est sinistrée est connue. Et donc, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce que pour une entreprise attaquée dont on parle dans la presse, il y en a 100, il y en a 1000 plus petites dont les déboires n'intéressent pas la presse. Si vous voulez, ces attaques-là dont on va parler, c'est l'équivalent d'un braquage de bijouterie, c'est du grand banditisme. Mais pour une bijouterie braquée, vous avez 1000 téléphones, 1000 sacs à main qui sont volés à l'arraché. Et c'est ça qu'on observe, nous, aujourd'hui chez Stoic. C'est des centaines de TPE, PME, de petites entreprises qui se font attaquer. Mais je vais commencer par vous parler de ces 3 exemples-là. Leader, société d'intérim, que se passe-t-il? Vous avez un collaborateur chez Leader qui un jour reçoit un mail frauduleux, comme on en reçoit tous, et télécharge la pièce jointe. Télécharge la pièce jointe dans ce mail qui était vérolé. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va avoir une perturbation violente du système informatique qui va empêcher Leader de payer les intérimaires. Pour rappel, Leader place des intérimaires auprès d'entreprises qui en ont besoin et système informatique bloqué, impossible pendant un certain temps de payer les intérimaires. Donc, on voit une conséquence technique immédiate. Et pourquoi je disais que tous les collaborateurs sont concernés? Parce que pas besoin que ce soit quelqu'un de l'informatique qui se fasse pirater. Il suffit que quelqu'un se fasse pirater et la porte d'entrée est là pour le pirate. Deuxième exemple, Lise Charmel. Eux, le sinistre, ça a été un ransomware. Qu'est-ce que c'est qu'un ransomware? En bon français, on dirait rançongiciel. C'est un logiciel qui vient crypter, chiffrer, en bon français, l'ensemble des données de l'entreprise. Ça paraît très théorique à nouveau quand on parle de données. Qu'est-ce que c'est qu'une donnée? En l'occurrence, ça va être juste les systèmes informatiques utilisés par l'entreprise. Et donc la question à se poser, c'est quel système informatique est-ce que j'utilise? Est-ce que j'ai un ERP? Est-ce que j'ai un logiciel comptable? Est-ce que j'ai un logiciel pour gérer les interactions avec mes fournisseurs? C'est ça, en fait, quand on parle de données chiffrées, c'est le contenu de ces logiciels qui est en cyrillique, qui est en caractère incompréhensible, et donc on est dans l'impossibilité de travailler. Dans le cas de Lise Charmel, la paralysie a duré 2 mois et la société a été placée à l'issue de ces 2 mois en redressement judiciaire. Voilà, plus une entreprise est petite, moins elle va avoir les reins solides, moins elle va avoir de trésor. Si en plus il y a des soucis de BFR, qu'il y a des soucis de coûts de matières premières qui augmentent, etc., on va avoir des sociétés qui ont déjà de l'eau parfois jusqu'au niveau du menton et la cyberattaque va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase et ça peut amener comme ça à la clé sous la porte. Dans le cas d'un ransomware sur une TPE-PME, on considère que dans 50% des cas, l'entreprise, si elle n'est pas assurée, doit mettre la clé sous la porte. Dernier exemple, CDER. Donc là, on est une société d'expertise comptable et on est sur une cyberfraude. Donc, je laisserai Pierre en parler plus. C'est un énorme montant. La cyberfraude, c'est un détournement de fonds qui fait suite à une cyberattaque, à une intrusion dans le SI de l'assuré. C'est des sinistres extrêmement fréquents. D'habitude, les montants sont plus faibles que pour un ransomware, mais là, on montre par l'exemple que ça peut être aussi très gros. Voilà, donc là, 3 exemples concrets sur des sociétés d'une certaine taille, mais vraiment, il y a malheureusement une démocratisation des attaques cyber. L'innovation, ce n'est pas que les startups, ce n'est pas que l'IBO et nous, c'est malheureusement aussi les groupes d'attaquants qui utilisent aujourd'hui des outils, notamment des ransomware, qui, il y a 10 ans encore, étaient complexes à utiliser, étaient utilisés par des groupes étatiques pour attaquer des grosses sociétés. Aujourd'hui, on voit une démocratisation de ces outils qui sont utilisés par des pirates de bien moins bon niveau et qui attaquent en mode chalutier beaucoup de petites cibles pour gagner beaucoup de fois un peu d'argent plutôt que de faire un gros casse comme c'était le cas par le passé. Donc vraiment, ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà, je vous disais de la suite de vidéos qu'on a fait. Je vous invite à regarder celle-là. Klestra Hausermann, 600 collaborateurs,
la clé sous la porte suite à une cyberattaque. Donc, on a créé une vidéo d'une dizaine de minutes, l'interview du PDG de cette société, qui est venu témoigner à notre bureau et qui a été vraiment traumatisé par cet événement qui met à genoux donc une société de 600 collaborateurs. Vous aurez le lien dans la présentation après le webinaire. Et donc, on parlait de données tout à l'heure. Je vais revenir un moment sur quelles sont les informations clés à protéger. En fait, quand on parle de données, on parle d'informations. Et ce qu'il faut se poser comme question, c'est quelles sont les informations indispensables? Autrement dit, quelles sont les informations sans lesquelles mon activité ne peut pas continuer ou continuera en mode très dégradé? Je vous donne 5 exemples. Premier exemple, données et factures clients. La question à se poser, si je n'ai plus accès à mes données clients, à mes factures clients, m'est-il encore possible de travailler? Certaines activités, c'est très compliqué, hein. Ensuite, stratégie business plan. Quelle serait la conséquence d'une indisponibilité ou d'une diffusion massive de documents de stratégie et de business plan? Troisième type d'information, supply chain. Un business d'import-export qui n'aurait plus d'informations sur qui sont ses fournisseurs, etc. Quels sont les flux? Peut-elle encore travailler? Les emails internes, ça peut être aussi bête que ça. Est-ce que si un jour vous arrivez et que les boîtes mail sont vides ou sont cryptées, c'est-à-dire que plus personne n'a accès à sa boîte mail, est-il possible de travailler? Et cinquième exemple, les données personnelles des collaborateurs. Dans le cas d'une société d'intérim, par exemple, où il va y avoir des milliers de personnes placées au sein d'autres entreprises, que se passe-t-il en cas de inaccessibilité ou divulgation de ces informations-là? Donc vraiment, je voulais, par ce slide, juste expliciter un peu ce mot de données. Souvent, on parle de données, c'est très théorique. En fait, ce sont juste des informations sans lesquelles une entreprise a du mal à travailler. Voilà. On a vu du coup que tout le monde était concerné. On va prendre maintenant quelques minutes pour voir comment débute une cyberattaque. Une cyberattaque, ça va débuter par l'intrusion dans un système informatique. Cette intrusion, elle peut avoir deux origines. La première, celle qui est à gauche sur mon écran et qui concerne 20% des cyberattaques, ça va être l'exploitation d'une faille technique. C'est le pirate qui identifie une faille technique dans les systèmes informatiques de l'entreprise qui va lui permettre de pénétrer au sein du système d'information. Qu'est-ce que c'est qu'une faille technique? Ça peut être une partie du site qui n'a pas été mise à jour. Ça peut être un protocole d'accès à distance qui est mal verrouillé. Avec le Covid, on a vu l'explosion du télétravail. Les entreprises ont dû très rapidement et dans l'urgence mettre en place des protocoles d'accès à distance via des VPN, peut-être que c'est un mot qui vous parle, des RDP. Ça, si c'est mal sécurisé, ça peut permettre à quelqu'un de mal intentionné de rentrer dans l'entreprise en se faisant passer pour un collaborateur. Donc une faille technique, en résumé, c'est une mauvaise configuration d'un système informatique qui permet à l'attaquant de rentrer. Mais dans 80% des cas, les cyberattaques ne commencent pas ainsi. Dans 80% des cas, les cyberattaques vont commencer par ce qu'on appelle du phishing. Qu'est-ce que c'est que le phishing? Le phishing, c'est, ou hameçonnage en bon français, c'est ce mail, ce SMS qu'on reçoit tous régulièrement de la part de quelqu'un qui se ferait passer pour quelqu'un d'autre. Donc il y a eu une grosse mode il y a 2 mois, c'était les SMS carte vitale Amélie. Ou alors les SMS Chronopost, vous avez un colis. Voilà, ceux-là sont assez connus, mais par mail, c'est souvent mieux fait et vous pouvez avoir un faux mail des impôts, un faux mail d'Amélie, un faux mail de n'importe quel tiers de confiance. La différence tient simplement parfois à une lettre dans la façon dont l'adresse mail est écrite et ce mail va vous inviter à soit télécharger une pièce jointe, soit renseigner des identifiants. Cet email peut par exemple vous dire faut changer votre mot de passe Outlook. Vous allez cliquer sur le lien, ça va vous rediriger vers un site qui a le goût, l'odeur, l'apparence de Outlook, mais qui n'en est pas un. Vous allez rentrer email, mot de passe, et l'attaquant va récupérer comme ça vos identifiants et va pouvoir se connecter, lui, de son côté, à votre messagerie mail. Et une fois qu'il a accès à votre boîte de messagerie, là, c'est la boîte de Pandore, parce que, comme vous le savez, on peut réinitialiser son mot de passe sur n'importe quel service informatique en se faisant envoyer un lien sur sa boîte mail. Donc la boîte mail, c'est vraiment le coffre au trésor, puisqu'une fois qu'on a accès à ça, on peut réinitialiser tous les mots de passe qu'un utilisateur de cette boîte mail a sur n'importe quel service. Voilà. Donc, pour récapituler, deux façons pour commencer une attaque: exploitation d'une faille technique d'un côté ou phishing. L'exploitation d'une faille technique, c'est dur de donner des exemples concrets à des gens qui ne sont pas dans l'informatique, donc je ne vais pas m'y attarder. En revanche, si on s'arrête une seconde sur le phishing, voilà deux exemples de ce que je vous disais à l'instant, hein. Le SMS de livraison à votre gauche ou à droite, le SMS de mot de passe périmé. Pour vous donner une petite anecdote, nous, donc, on évolue dans le domaine de l'assurance.
on est allé à un salon, les journées du courtage sur lesquelles il y avait tout le gratin de l'assurance. Et on s'est dit: «Comment est-ce qu'on peut sensibiliser les participants à ce salon aux risques cyber et notamment au phishing?» Donc j'ai dit ça à notre fondateur Alexandre, qui est en charge de la technique, qui m'a dit: «Bah, si tu veux, on peut acheter un nom de domaine proche de celui des organisateurs de l'événement». Et donc on a acheté pour 12 € le nom de domaine lesjournéesducourtage.com, avec juste une différence avec le nom officiel de l'événement, c'est qu'on n'a pas mis le S à journée. Donc les journées, journée au singulier du courtage.com, ça nous a coûté 12 €. Et à partir de là, on a fait partir une campagne de mail à tous les participants du salon, leur proposant de gagner un iPhone. Et on a eu 40% des gens à qui le mail a été envoyé, qui ont cliqué et se sont fait avoir. Donc, c'est vraiment extrêmement facile de faire des campagnes de phishing. Vous en avez tous déjà reçu, vous en recevez tous en permanence. On peut se dire que c'est facile, sauf qu'il suffit d'une fois. Il suffit d'être fatigué un soir ou d'être sur son téléphone et de ne pas bien regarder pour se faire avoir. Et là, l'attaquant a pénétré dans le système informatique. Donc là, on a parlé de qui était concerné, on a vu comment une attaque commençait. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais comme je vous le disais en introduction, je veux rester à un niveau assez généraliste. Je sais que très souvent, les webinars sur la cybersécurité ont le défaut d'être trop techniques, et je ne veux pas tomber dans cette ornière-là. Donc, on va enchaîner sur maintenant le préjudice. C'est bien beau qu'un attaquant ou quelqu'un de mal intentionné pénètre dans un système informatique, mais là, il n'y a pas encore de préjudice. J'ai envie de dire, il ne s'est rien passé. Et donc, de quoi parle-t-on derrière? Mais de 3 grands types d'attaques qui correspondent aux 3 exemples que je vous avais donnés tout à l'heure. Les 3 grands types d'attaques qu'on observe vont être, d'un côté, la cyberfraude. Je répète, mais ça va être Pierre qui vous en donnera plus, qui vous donnera plus d'informations. La cyberfraude, c'est un détournement de fonds qui fait suite à une intrusion dans votre système informatique. Et ça peut prendre beaucoup de formes différentes. Voilà, ça peut être de la fraude au président, de la fraude aux faux fournisseurs, de la fraude au faux RIB, mais Pierre est l'expert, il vous en parlera mieux que moi. Ça peut être de la fuite de données, c'est-à-dire, un vous êtes attaqué, beaucoup de données vous sont dérobées et vont être mises en vente sur ce qu'on appelle le dark web, qui est un web alternatif sur lequel les pirates, communiquent. Pourquoi ça peut être intéressant d'acheter des données sur le dark web? Bah, je vous donne un exemple. Heu, on a une collaboratrice chez Stoic qui, un jour, dans son expérience précédente, son boulot d'avant, a vu les gendarmes arriver sur son lieu de travail en lui disant, qu'il y avait énormément de crédits à la consommation qui avaient été ouverts à son nom, en fait, et qu'elle était recherchée. Et en fait, c'est simplement que quelqu'un avait réussi, via du phishing, à dérober un dossier de location qu'elle avait fait. Et dans un dossier de location d'appartement, elle avait mis plein d'informations. Et avec ces informations-là, le pirate avait réussi à ouvrir des crédits à la consommation à distance, qui ne remboursaient pas. Et donc après, ça a été une galère sans nom pour cette collaboratrice de prouver que ce n'était pas elle qui avait contracté ces crédits. Ça, c'est un exemple concret. En fait, il y en a énormément. Avec de la donnée sur des gens ou de la donnée sur votre entreprise, il y a mille et une manières pour quelqu'un de mal intentionné d'en tirer un bénéfice, qu'il soit financier ou autre. Troisième exemple, c'est le ransomware ou le rançongiciel. Ça, c'est la vraie attaque qui fait peur parce que c'est celle qui tue les entreprises. J'en ai parlé tout à l'heure. L'attaquant pénètre dans votre système informatique. Il va progressivement obtenir un pouvoir de nuisance en pivotant sur votre SI. Et puis déclencher l'attaque un jour, c'est-à-dire chiffrement de vos données. C'est toujours le même processus opératoire. Ça se passe le vendredi à 18h, juste après le départ du dernier collaborateur, ou 19h. Et là, l'attaquant déclenche le ransomware, chiffre toute la donnée. Et quand la première personne arrive au bureau le lundi matin et ouvre son ordinateur, elle se rend compte qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Et là, pendant 2 jours, tout le week-end, l'attaquant a eu tout loisir de faire en sorte que l'attaque soit bien généralisée et d'aller paralyser un maximum de systèmes et de rendre très compliqué le déchiffrement. Voilà. Donc les 3 grands types d'attaques, et je vais laisser maintenant, Pierre vous parler un peu plus de la technologie Libéo pour se protéger du risque cyber. Je vais simplement passer les slides, Pierre, donc le la parole est à toi. Yes, merci beaucoup. Alors, l'idée, c'est pas non plus de tenir un discours alarmiste et de vous faire peur en vue simplement de nous vendre nos solutions. L'objectif de ce webinaire, c'est aussi de vous apporter des clés de compréhension sur les différentes manières dont on peut être victime d'une fraude, mais aussi avoir quelques bonnes pratiques pour les anticiper et puis accessoirement connaître les bons outils qui vous permettront de vous protéger au mieux. La fraude au paiement, qui est un type de fraude assez spécifique, mais qui est en lien aussi avec le reste des fraudes que Tristan a pu mentionner, en tout cas le reste des risques, c'est une fraude qui touche l'ensemble des entreprises en France et dans le monde. C'est une fraude qui est en pleine expansion pour des raisons évidentes, parce qu'elle touche à la donnée, elle touche à l'argent,
et qui représente un sujet de priorité pour plus de 90% des entreprises en France et qui représente aussi plus d'1,4 milliard d'euros de préjudice juste sur l'année 2020. C'est les derniers chiffres qu'on a là-dessus. C'est quelque chose qui est important parce que pour une entreprise, on perd de l'argent, on perd potentiellement des données, qu'elles soient diffusées ou qu'elles soient bloquées. On peut perdre en réputation, mais on perd aussi énormément de temps dans les manières de lutter contre cette fraude ou de l'anticiper. Donc c'est un sujet de préoccupation et je vais juste vous lister et vous présenter quelques-unes des fraudes au paiement qui sont les plus récurrentes et qui sont les plus présentes aujourd'hui. La première, c'est celle qui s'appelle la fraude aux fournisseurs, qui est la méthode numéro 1 des fraudeurs, qu'on retrouve dans 49% des cas de fraude au paiement. C'est une méthode par laquelle l'escroc va tenter de se faire passer pour un fournisseur qui est connu de l'entreprise. Donc, il va demander par mail ou par téléphone soit l'ajout, soit la modification de ses coordonnées bancaires directement dans le logiciel de la société cible. Et ça va lui permettre de s'installer durablement dans le référentiel de cette entreprise pour obtenir directement, automatiquement, tous les paiements qui seront adressés à ce fournisseur-là. La deuxième fraude que Tristan a évoquée tout à l'heure, c'est une fraude qui est un peu plus connue parce qu'elle fait souvent la une de la presse, c'est la fameuse fraude au président. On a d'ailleurs un documentaire sur un grand fraudeur français, Gilbert Chicly, qui est sorti sur Netflix il y a quelques semaines, que je vous invite à regarder. La fraude au président, c'est quelque chose qui fait appel à la flatterie, au bluff, à l'intimidation pour convaincre un interlocuteur d'effectuer un paiement à destination d'une certaine entreprise en se faisant passer, en usurpant l'identité d'un dirigeant ou d'un collaborateur haut placé dans l'entreprise. Cette méthode-là, c'est celle qu'on retrouve dans près de 40% des cas de fraude. C'est une méthode qui parfois peut être risible. On a vu des exemples, alors pas forcément au niveau de l'entreprise, mais enfin, en tout cas au niveau de l'entreprise, on a vu des exemples avec un ministre des Affaires étrangères qui a été usurpé, dont l'identité a été usurpée il y a quelques années. C'était une usurpation qui était assez grossière. Or, aujourd'hui, on a des outils de deepfake qui permettent d'imiter la voix ou qui permettent carrément d'imiter un visage, de reproduire un visage à travers une vidéo, qui rendent sa détection de plus en plus complexe et difficile. On a une variante de la fraude aux fournisseurs qui est la fraude au faux RIB, au faux IBAN. Le concept, c'est simplement d'aller pirater la boîte mail des entreprises pour intercepter les factures et y remplacer directement le RIB du fraudeur dans ces factures-là. Donc, quelque chose de totalement invisible, totalement indolore, mais qui se retrouve au moment du paiement assez douloureux. On a des cas de fraude interne, qui sont des cas qu'on retrouve souvent dans des entreprises familiales, statistiquement. Donc, des cas de fausses factures qui ont été créées, de montants à payer qui ont connu une certaine inflation, de paiements qui auraient dû être bloqués mais qui n'ont pas été bloqués, de changement de fournisseur et de partage du butin par la suite, ou carrément de faux fournisseurs qui sont utilisés par des gens en interne au sein de l'entreprise, alors qu'ils n'ont pas normalement le droit de valider les paiements. Et puis enfin, on a des cas de cyberfraude plus complexes qui représentent aujourd'hui, alors c'est un cas qui est assez complexe, en tout cas c'est une manière de rentrer dans l'entreprise, mais qui représente plus de la moitié des tentatives de fraude et qui font appel à des techniques que Tristan a présentées, notamment le phishing à travers des factures, le phishing invoices, où en fait le fraudeur va envoyer une fausse facture qui va être directement rentrée dans le logiciel de management ou de gestion des factures fournisseurs de l'entreprise cible et qui va permettre de s'y intégrer, de s'immiscer et de prendre accès aux données, voire de paralyser l'ensemble de l'outil. Donc voilà les grandes catégories de fraude qu'on peut identifier et auxquelles il faut évidemment faire attention. Alors, pour ça, il y a des solutions, il y a des choses, des bonnes pratiques à mettre en œuvre, des outils à utiliser et des réflexes à avoir. Le premier réflexe, celui qu'on a le plus l'habitude de voir et qui est utilisé par près de 80% des entreprises à travers les outils qu'elles vont utiliser, c'est l'authentification à double facteur. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve pas uniquement dans des questions de paiement, c'est simplement le fait de se loguer avec deux systèmes différents, un mail
ou un téléphone. Et c'est quelque chose qui est aujourd'hui une pratique quasiment répandue dans toutes les entreprises. Or, c'est quelque chose qui n'est pas forcément suffisant, c'est bien, mais ça ne permet pas de lutter contre toutes les fraudes. Et donc, nous, ce qu'on a mis en place chez Libéo et ce sur quoi on a travaillé, ce sont des solutions intégrées à notre outil de gestion des factures, qui permettent à la fois dans l'utilisation globale et générale de notre outil, dans le management des factures, de se protéger, mais aussi avec une analyse de nos données, de pouvoir vous alerter en tant qu'utilisateur sur des potentiels cas de fraude qu'on aurait pu suspecter. Donc, quand on parle de solutions dans l'application, ce qu'on a mis en place et ce que d'autres logiciels de gestion des factures ont, on parle de Libéo, mais il y a d'autres solutions qui présentent ça, c'est déjà la possibilité de centraliser l'ensemble de ces factures et de les dématérialiser pour être certain qu'on évite des fraudes qui pourraient être grossières, de type facture papier annotée ou trafiquée. Donc, on va centraliser ça, on va les collecter directement sur des connecteurs qui peuvent être branchés sur les sites des fournisseurs, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre les deux. Et on va proposer différents mécanismes de protection tout au long de la vie de la facture. Donc, au moment où l'utilisateur va vouloir uploader sa facture, ou va vouloir ajouter un fournisseur, ou va changer un IBAN ou des coordonnées bancaires, ou va détecter un certain paiement, on va lui demander de s'authentifier avec cette fameuse authentification 2FA à 2 facteurs. On va demander à nos utilisateurs qui se créent un compte de s'assurer qu'ils sont bien les détenteurs du compte bancaire via lequel on va faire les paiements. Ça, c'est un cas de figure qui a été retrouvé chez certains de nos concurrents et dont on s'est inspiré pour mettre en place ce mécanisme-là. C'est-à-dire qu'au moment où notre utilisateur va se créer un compte, on va faire une procédure qui s'appelle la procédure de KYC pour s'assurer que les personnes qui ont accès à son compte soient bien les personnes habilitées à le faire dans son entreprise. Et on va demander quelques informations, des documents, des mandats de prélèvement. Donc, on va authentifier nous-mêmes, mais également avec une double authentification par un prestataire. Et on va leur demander de nous faire un virement de 1 euro sur un compte dédié pour être sûr que ce soit bien eux qui aient accès à leur compte en banque. Je vous disais, c'est un cas qu'on a déjà vu de personnes qui se créent un compte sur une solution de paiement au nom d'une autre entreprise, en l'occurrence au nom d'un restaurant qu'il avait ciblé, en se disant « je vais réutiliser les documents de ce restaurant-là que je peux trouver de manière assez simple avec des techniques que Tristan a pu évoquer. Typiquement, envoyer un faux mail pour demander des documents de pièces d'identité, de justificatifs de domicile, etc., pour créer le compte et puis prétendre avoir l'accès au compte en banque pour initier des virements. Donc, nous, on a mis en place cette sécurité-là et c'est quelque chose aujourd'hui que beaucoup de solutions de gestion des factures proposent aussi. Enfin, on a des workflows de validation, donc un ensemble de process de la facture d'achat qui permet à nos utilisateurs de valider les factures au moment où elles doivent être payées et de s'assurer que ce soit bien la bonne personne dans l'entreprise qui valide la facture. Donc ça, c'est typiquement un usage qui est dédié à lutter contre la fraude au président et faire en sorte que ce soit bien le décisionnaire final qui ait la main sur le paiement d'une facture. Et enfin, on a des systèmes intégrés dans nos technologies qui permettent de vérifier la concordance entre le nom de l'entreprise, fournisseur, le SIRET et l'IBAN qui est indiqué. Donc pour limiter la fraude aux faux IBAN ou pour limiter le risque qu'un employé en interne ou que quelqu'un en externe souhaite modifier les coordonnées bancaires d'un de ses fournisseurs, nous, on va vérifier ces informations-là et on va signaler à notre utilisateur si on trouve une potentielle fraude, ou en tout cas s'il n'y a pas de concordance entre ces données-là. Donc ça, c'est les solutions qu'on a mises en place au sein de l'application pour gérer l'ensemble des flottes de factures fournisseurs. On a également des solutions directement intégrées à notre base de données qui nous permettent de signaler à nos utilisateurs quand un paiement va être suspecté de fraude. Et donc, on va identifier des comportements chez nos utilisateurs. Donc, par exemple, est-ce que notre utilisateur va se connecter à un nouvel outil, une nouvelle device? Est-ce qu'il va se connecter depuis une nouvelle géolocalisation? Est-ce qu'il va faire des paiements qui ne sont pas dans ses habitudes,
en termes de montant, en termes de fournisseurs, en termes de date ou d'horaire dans la journée. Donc tout ça, on va l'analyser, on va créer des matrices comportementales et chaque jour, on va identifier et ressortir à l'aide d'une IA les paiements pour lesquels il y a des comportements suspects. Et c'est nos équipes en interne dédiées à la sécurité et à la conformité qui vont décider ou non de bloquer ce paiement. Et si le paiement a été bloqué, on va contacter directement notre utilisateur pour le prévenir qu'un cas suspect a été identifié. Donc voilà ce qu'on a mis en place. Et enfin, on peut, et là, ça sera plutôt l'instant pub de l'IBO, parler de ce qu'on a en tant qu'entreprise pour lutter et s'assurer que toutes nos données soient protégées. Il faut savoir qu'une entreprise comme IBO, et qui est une entreprise qui gère des paiements, c'est une entreprise qui est enregistrée auprès de la CPR, donc l'autorité de contrôle prudentiel, qui est une autorité qui dépend de la Banque de France et qui va nous auditer régulièrement. On est une entreprise qui travaille avec des partenaires qui eux-mêmes sont audités et accrédités par ces institutions-là. En l'occurrence, une entreprise qui s'appelle Trésor et qui est établissement de monnaie électronique au sens du code monétaire et financier. On est une application qui a une technologie nativement pensée pour protéger ses données, c'est-à-dire qu'on va, au fur et à mesure de nos développements, intégrer la question des failles et des éventuels problèmes qu'on peut imaginer en intégrant des firewalls, en encryptant toutes nos données. Toutes les données de nos utilisateurs sont encryptées et en s'assurant que nos données soient hébergées dans des hébergeurs qui soient fiables et sécurisés. Enfin, on a des process qui nous permettent en interne de s'assurer qu'il y ait le moindre de risque possible, des audits de sécurité, ce qu'on appelle des penetration tests, qui sont réalisés plusieurs fois par an pour s'assurer que tous nos principes de sécurité soient mis à jour régulièrement. On a une liste de fournisseurs, et notamment des banques, qui sont blacklistés. On pense par exemple à tous les services de financement prépayés, puisque c'est souvent des types de fournisseurs qui vont être utilisés par des fraudeurs pour faire les virements, puisqu'en général, ils peuvent plus facilement s'assurer l'anonymat à travers ces services-là. Donc nous, de principe, c'est des acteurs qu'on va bloquer. Et puis enfin, on a mis en place une équipe qui est dédiée, je vous le disais, à identifier et éventuellement bloquer les paiements suspects, mais aussi à s'assurer que toutes ces failles-là ne soient pas, en tout cas, soient évitées. Voilà un petit peu pour ce qu'on propose et pour les bonnes pratiques qu'on peut imaginer. Tu parlais tout à l'heure, Tristan, de la question du VPN, qui est quelque chose qui s'est de plus en plus démocratisé. Nous, c'est quelque chose qu'on va déconseiller quand on utilise des outils comme les nôtres, puisque le VPN va souvent indiquer des fausses informations à nos trackers et va, par exemple, nous faire croire que vous êtes en train de réaliser un paiement à l'autre bout du monde, alors que vous êtes bien chez vous dans votre bureau. Et c'est quelque chose qui peut éveiller notre attention et éventuellement bloquer un paiement pour rien. Donc, parmi les bonnes pratiques, on a notamment cette chose-là, d'éviter le VPN et de se comporter normalement quand on a besoin de faire une activité normale comme le paiement de ses fournisseurs. Alors, je ne sais pas si... Je reprends la main de mon côté, Pierre. Ouais, si tu veux. Super. Merci, j'apprends moi aussi des choses, hein. Donc c'est super intéressant. Merci Pierre. Et du coup, maintenant que vous avez une bonne connaissance du risque et de la réponse que l'IBO apporte sur la partie de la fraude, des différentes fraudes au paiement, on vous parle rapidement de Stoic. Stoic, on est donc une cinquantaine. Et on est sur les 50 collaborateurs de Stoic, une majorité d'ingénieurs en cybersécurité. Et notre promesse, c'est de combiner dans un seul et même produit simple et abordable financièrement, à la fois de la protection et de l'assurance. Face à un risque, vous avez deux possibilités. C'est de vous protéger, donc de réduire le risque, ou de vous assurer, c'est-à-dire de transférer le risque. Il y a un nombre incalculable de très bonnes solutions de protection, toutes plus complexes et belles les unes que les autres. Et vous avez un très grand nombre également d'assurances cyber. Tous les assureurs traditionnels en proposent. Mais la beauté de combiner dans un seul et même produit les deux, à la fois la protection et l'assurance, c'est que c'est un cercle vertueux. Les outils de protection qu'on met à disposition de tous nos assurés
vont nous permettre d'être plus compétitifs en termes d'assurance, puisqu'on a moins de sinistres. Voilà. Et aujourd'hui, un assuré stoïque va être 2 à 3 fois moins sinistré qu'une entreprise qui soit ne se serait pas assurée, soit s'assurerait auprès d'un assureur traditionnel qui va se contenter d'assurer le risque, mais de ne venir qu'après le sinistre, là où nous venons en amont. Et donc, je vais vous parler rapidement de ces deux pôles, le pôle de protection, puis le pôle assurance. En termes de protection, vous vous souvenez qu'il y a deux façons de pénétrer un système informatique, soit une exploitation d'une faille technique, soit du phishing. On a des outils qui visent à réduire la probabilité de chacun de ces événements. Pour réduire la probabilité qu'une intrusion dans votre système informatique fasse suite à l'exploitation d'une faille technique, on fait tourner sur tous nos assurés un scan de vulnérabilité externe toutes les semaines. Ce qui veut dire que si vous assurez chez nous, toutes les semaines, on va avoir un scan qui tourne depuis chez nous, qui n'est pas intrusif, et qui va analyser depuis l'extérieur toutes les vulnérabilités qu'on détecte sur votre SI. À l'apparition d'une vulnérabilité, vous allez être notifié par mail si c'est une vulnérabilité qui n'est pas grave, et par téléphone si c'est une vulnérabilité grave. Donc si on détecte quelque chose sur votre SI, pendant le scan, vous allez être appelé par un ingénieur cyberstoïque qui va vous dire: «Bonjour, c'est votre assureur, à tel endroit, il y a un risque, on vous propose de l'aide, on peut monter sur une visio pour corriger le problème». Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on va plus loin qu'un assureur traditionnel qui ne ferait pas ce service-là? C'est parce qu'en fait, ce sont des vases communicants. Hem, Ces ingénieurs qui nous coûtent de l'argent sont en fait des sinistres qu'on évite, et on a vraiment cette vision de l'assureur protecteur qui va tout mettre en œuvre pour que, il y ait pas de sinistre. Si vous voulez, c'est l'équivalent. Moi, je me suis fait voler un scooter. C'est l'équivalent d'un assureur qui, si vous quittez votre scooter en laissant les clés sur le contact, va vous passer un coup de fil en vous disant: «Attention, on t'a laissé les clés sur le contact, là, dans une demi-heure, ton scooter, il est pas là, retourne-y vite», quoi. Si je prends une métaphore un peu imagée. Donc c'est vraiment ce rôle-là qu'on remplit auprès de nos assurés. On va les prévenir dès qu'il y a une dégradation de leur posture de sécurité technique. Mais ça, comme vous vous en souvenez, c'est que 20 des attaques, dans 80 des cas, les attaques, passent par l'exploitation de la faiblesse humaine, et tout le monde peut en être victime, et c'est pourquoi on a développé un simulateur de phishing. Une fois le contrat d'assurance stoïque signé, l'assuré connecte en un clic son compte de messagerie, son serveur de messagerie avec, la plateforme stoïque. On va aspirer toutes les adresses mail des collaborateurs, et chacun des collaborateurs va recevoir une fois par mois un mail de phishing de notre part. On a 2 ingénieurs qui font ça à temps complet. Donc les collaborateurs vont recevoir des mails de phishing qui imitent l'assurance maladie, qui imitent impôts.gouv, qui imitent Google, Microsoft. On a une quinzaine de templates. La seule différence avec un hacker, c'est que si le collaborateur tombe dans le panneau, on ne déploie pas un ransomware, on déploie une petite formation gratuite en ligne de 2 minutes pour que le collaborateur, au moment où il s'est fait prendre la main dans le sac, soit sensibilisé, qu'on lui explique, qu'on refasse le trajet, qu'on refasse tout ce qu'il vient de faire pour lui montrer à quel endroit est-ce qu'il aurait dû détecter qu'il y avait un souci. Ça permet à nouveau de drastiquement réduire le risque qu'il y ait une intrusion via la faiblesse cyber d'un collaborateur. Ça marche beaucoup mieux d'entraîner comme ça au fil de l'eau les collaborateurs en situation réelle que de leur faire un cours magistral une fois par an en leur disant: «Aujourd'hui, formation phishing». Là, ça intéresse personne. Voilà. Dernier gros différenciant de Stoic, si on regarde le risque, que peut-on faire? On peut prévenir l'arrivée du sinistre. C'est tous ces outils qu'on a mis à disposition et qu'on vous a montré ici. Et c'est aussi bien réagir en cas d'attaque, puisque s'assurer contre le risque cyber, c'est pas seulement de l'assurance, de l'indemnisation, c'est aussi de l'assistance. Et le sinistre cyber, c'est un événement traumatisant pour le chef d'entreprise. Donc, nous, on est les premiers en Europe à avoir internalisé la réponse à incident. On a 5 personnes à temps complet euh, que tous nos assurés peuvent appeler avec un numéro de portable disponible 7 sur 7, 24 sur 24. Euh, Ce sont des anciens de chez Wavestone. On a débauché une grosse partie de l'équipe de réponse à incident de chez Wavestone, qui est un des gros cabinets de cybersécurité en France. Et donc, ces 5 personnes-là montent en permanence sur les sinistres de nos assurés. Donc, dès que le téléphone sonne, on a des téléphones qui sonnent, enfin, c'est 7 sur 7, 24 sur 24, donc il y a des rotations entre nos ingénieurs, et vous êtes accompagné par quelqu'un de chez nous. À l'inverse, les assureurs traditionnels sous-traitent cette prestation-là, et donc, quand vous êtes assuré chez un autre assureur, ça va être un sous-traitant qui va s'occuper de vous accompagner sur le sinistre. On fait vraiment ça en interne. Ça a un intérêt qui est de réaligner vraiment les intérêts entre celui de l'assuré et celui de l'assureur. Voilà. Je regarde ma montre. Il est 40. On a tenu le temps imparti. Voilà. Merci à tous pour votre attention. Je ne sais pas si Pierre, tu veux conclure ou s'il y a des choses que tu veux rajouter.
Et je vais peut-être enchaîner directement sur une petite question que j'ai pour toi, Tristan. Est-ce Ouais. que dans ce produit que vous avez mis en place de simulateur de phishing, vous avez noté une évolution sur la durée de la baisse euh, des gens qui se font avoir par vos mails? Ouais, c'est une bonne question. C'est ce qu'on veut voir et c'est ce qu'on voit dans les faits. Hem, on attribue à chaque collaborateur un niveau de risque faible ou élevé, puisqu'il y a une plateforme Stoic, un dashboard Stoic dans lequel l'assuré peut voir qui s'est fait avoir, quand, par quel mail, et cetera. Et au départ de la simulation, tout le monde est en risque faible. Quand quelqu'un s'est fait avoir, il est en risque élevé. Et si après s'être fait avoir, on observe que sur les mails suivants, il ne tombe pas dans le panneau, il revient en risque faible. Et on voit qu'effectivement, les gens qui se font avoir une fois ont très peu tendance à se faire avoir une deuxième fois. Mais pour autant, on n'arrête pas la simulation qui va tourner tous les mois, puisqu'on sait que les mails changent, nos templates changent, on les améliore. Voilà. Mais oui, on observe une amélioration de la posture de risque. Ce qu'on conseille à nos assurés aussi, c'est une fois par an de regarder tous les gens qui ont été un moment dans l'année en risque élevé sur le phishing et de leur proposer une petite formation supplémentaire en réunissant tout le monde une demi-heure un matin en leur disant voilà, on pense que vous avez besoin d'un peu une piqûre de rappel, d'une troisième dose. On va parler de phishing ce matin parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait un sinistre qui arrive par ce biais-là, quoi. Hyper intéressant, ça. Très, très smart. Je ne sais pas si vous êtes les premiers à avoir mis ça en place, mais j'avais jamais entendu parler Il de y a cet beaucoup de outil. boîtes, Je beaucoup de pense que sociétés. c'est d'ailleurs quelque chose qui mériterait d'être généralisé au grand public, Ouais, pas seulement les collaborateurs d'entreprise. il y a beaucoup de sociétés informatiques qui vendent du phishing. Ce qui est sûr, c'est qu'on est le premier assureur cyber à avoir intégré ça, et c'est sans surcoût pour tous nos assurés. Toutes les fonctionnalités de cybersécurité dont j'ai parlé viennent vraiment sans surcoût pour tous nos assurés, même les tout petits, entre guillemets, parce qu'on sait que on est sur un calcul de long terme, on n'est pas à essayer de vendre une fonctionnalité en plus ou en moins, on est en train d'essayer de créer un produit cyber et une assurance cyber que les gens déclenchent moins qu'une autre assurance cyber, et donc plus rentable, si je parle de notre intérêt à nous, tout simplement parce qu'il y a moins de sinistres. Donc c'est vraiment une logique assez vertueuse pour l'assureur de protéger ses clients, mais on est les premiers en Europe à offrir ça, hein. D'accord, très clair en tout cas. Est-ce qu'on a des questions parmi nos auditeurs? Alors, j'en vois pas pour le moment. On peut peut-être J'ai laisser. pas l'impression. J'ai pas l'impression. Vous pouvez de toute façon nous contacter, Pierre ou moi, que ce soit sur LinkedIn ou par mail. On se fera un plaisir de répondre aux éventuelles questions qui pourraient survenir après la session. Et je pense on peut terminer comme ça, si ça te va, Pierre. Avec plaisir. Mais en tout cas, merci beaucoup pour celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout. C'était un plaisir. Je pense on en refera d'autres pour vous dévoiler nos nouvelles techniques et nos nouvelles solutions pour vous protéger au mieux sur les risques de fraude et de fraude au paiement, notamment. Merci à tous. Au revoir Pierre. Au revoir à tous. Merci. À bientôt.